Scott, il y a un point dont peu de gens parlent à propos des raisons pour lesquelles Israël et pourquoi ce plan de cessez-le-feu est mis en œuvre en ce moment à Gaza. Juste avant que cela ne se produise, les médias israéliens ont signalé que des partis d'opposition et des alliés, des figures comme Liebman, Golan, Naftali Bennett et d'autres, se réunissaient pour tenter de renverser le gouvernement. Et je sais que toi, Scott, tu as parlé de la situation difficile de Netanyahou, ainsi que de la situation générale d'Israël. Que dirais-tu de commencer par expliquer pourquoi ce cessez-le-feu, ce plan de paix, est mis en œuvre, et ce que les gens risquent de ne pas voir à son sujet, alors que la première phase commence? Eh bien, tout d'abord, c'est un plan qui aurait dû voir le jour depuis longtemps. Netanyahou s'est accroché à ce conflit parce que c'est dans son intérêt politique de le faire. Il est dans une situation politique intérieure très difficile. Il dirige une coalition qui n'a pas la paix dans son ADN, disons-le ainsi. Mais il est confronté à une réalité politique aux États-Unis. S'il ne fait pas ce que Donald Trump lui demande de faire à ce stade, le soutien américain à Israël s'effrite rapidement. Trump a déjà fait remarquer publiquement que le Congrès n'est plus sous le contrôle d'Israël, comme il l'était autrefois. Et toute cette affaire autour de Charlie Kirk, tu sais, la crise après le meurtre de Charlie, eh bien, un premier ministre israélien ne passe pas à la télévision, non pas une mais deux fois, pour dire « ce n'est pas moi, ce n'est pas nous ». À moins qu'il n'y ait une peur politique sous-jacente que certaines personnes pensent que c'est lui. Et pourquoi aurait-il cette crainte? À cause des allégations selon lesquelles Charlie Kirk se détournait d'Israël, tout comme une grande partie du mouvement sioniste chrétien et évangélique qui avait longtemps constitué le socle principal du soutien à Israël ici, aux États-Unis. Ainsi, en poursuivant ce conflit, Netanyahou pourrait, à court terme, préserver une situation lui permettant d'éviter d'être poursuivi en justice pour corruption en restant Premier ministre. Mais il mettait en place les conditions de la défaite stratégique d'Israël et cela aurait également entraîné sa chute politique. Il devait donc trouver une porte de sortie. Et ce plan de paix, que je veux simplement souligner rapidement, correspond aux exigences du Hamas, en place depuis le premier jour. Donc le Hamas gagne. Et c'est l'autre chose qu'il faut reconnaître. Vous savez, Donald Trump s'est contenté de l'emballer et de le vendre. Alors maintenant, la question est d'accord, il a suivi cette voie et il préserve sa base américaine. Mais qu'en est-il de sa coalition? Je veux dire, Ben-Gvir, Smotrich et d'autres menacent de quitter le navire. Si cela se produit, alors Netanyahou est en difficulté car son gouvernement s'effondrera. Il n'est plus Premier ministre. Il peut être arrêté et il mourra en prison. Je pense que nous avons ici une occasion pour Netanyahou de former une nouvelle coalition. Vous savez, il va devoir se débarrasser de l'extrême droite, mais il ne peut pas survivre politiquement sans elle. Ce plan de paix est lié à Netanyahou, et je pense que Trump peut jouer un certain rôle en coulisses. Je pense qu'il est possible de former une coalition avec certains des noms qui ont été mentionnés, notamment Benny Gantz. Une coalition qui permettrait à Netanyahou de rester Premier ministre pour une période intérimaire pendant que ce plan de paix est mis en œuvre et présenté. Et c'est aussi une façon pour Trump de contrôler Netanyahou afin d'assurer la conformité d'Israël, car désormais, l'avenir politique de Netanyahou, et même sa fortune personnelle, dépend du succès de cette entreprise. Ensuite, une fois le traité solidifié et ses phases achevées, Netanyahou pourra partir en exil et obtenir une sorte d'amnistie, etc. Il y a ici un accord politique, car en surface, cela n'est pas viable. Sa coalition ne peut pas survivre. Elle est sur le point de s'effondrer. Livré à lui-même, ses adversaires politiques vont en profiter pour le renverser. Alors, pourquoi Netanyahou accepterait-il ce traité de paix?
parce que cela pourrait bien être la seule voie de sortie qui lui reste pour sa survie politique. Scott, rapidement, avant que je ne passe aux autres, vous avez mentionné qu'il s'agissait du plan de paix du Hamas. Parlez de certains de ces points, de ces revendications, que vous avez dites être celles que le Hamas souhaitait, car il y a eu des inquiétudes sur les réseaux sociaux et ailleurs, certains allant même jusqu'à dire qu'il s'agissait d'une reddition. Je ne le crois certainement pas, étant donné que le Hamas, je pense, affirmait se battre jusqu'à la toute dernière minute ici. Mais quels sont ces points que vous aimeriez mettre en avant pour le public? Eh bien, l'essentiel, c'est la fin de l'occupation israélienne. Écoutez, soyons très clairs. Il y a aujourd'hui 200 Palestiniens dans les prisons israéliennes. L'un des objectifs du Hamas a toujours été d'obtenir la libération de ces personnes, y compris Barghouti, qui va être libéré. Barghouti est en prison depuis, 20 ans maintenant. Qu'est-ce qu'il va découvrir en sortant? Quelqu'un m'a posé cette question. Qu'est-ce qu'il va voir? Gaza en ruine. J'ai répondu non. Il va voir la Palestine. Barghouti va sortir de prison et poser le pied en Palestine. Le Hamas a gagné. Le Hamas a fait ce que personne d'autre n'a pu faire. Le Hamas a forcé Israël à s'immobiliser. Israël a dû accepter cet accord, et la Palestine est en train de naître grâce à cela. Barghouti va fouler le sol d'une Palestine libre et indépendante. C'est la victoire du Hamas. Le Hamas aussi est ce sont là les grands objectifs. Pas d'occupation, une patrie palestinienne, la liberté pour le peuple. Vous savez, le Hamas est un mouvement de résistance. Et c'est là que tous les anti-Hamas peuvent aller se faire voir. C'est un mouvement de résistance, pas une organisation terroriste. Un mouvement de résistance. Et quand vous n'êtes plus occupé, quand vous avez atteint votre objectif, vous n'avez plus besoin d'un mouvement de résistance. Vous avez besoin d'un mouvement de gouvernement. Et si c'était une reddition, il n'y aurait aucun rôle pour le Hamas dans un futur gouvernement. Mais remarquez le compromis, non pas celui du Hamas, mais celui que Trump a fait à la toute fin. Le Hamas ne disparaît pas. Le Hamas fera partie de ce gouvernement. Oh non, non, c'est une victoire du Hamas. Nous avons encore besoin que le plan de paix soit réellement mis en œuvre. Et Israël est tout à fait capable de tout gâcher. Il y a 1 million de choses qui peuvent mal tourner. Et tout le reste doit bien se passer. Mais l'idée que ce soit la reddition du Hamas. Voyons, si vous pensez que le Hamas s'est rendu sur ce coup-là, vous ne savez rien. C'est Israël qui a fait toutes les concessions. C'est le gouvernement de Netanyahou qui dit qu'il n'y aura jamais d'État palestinien. Ah oui? Eh bien, devinez quoi? Il y en a un maintenant. Vous voyez? Le Hamas sera détruit. Pas vraiment. Vous n'y êtes pas parvenu. Enfin bref, on pourrait continuer ainsi indéfiniment. Le peuple palestinien a payé un prix horrible, un prix insupportable. Mais leurs enfants et leurs petits-enfants ne seront pas des enfants des camps. Les camps, c'est fini. La Palestine est réelle. Alors, quelques points. Premièrement, l'Algérie a-t-elle perdu 6, 7, 8, 9 millions de personnes? Horrible. Je veux dire, regardez les chiffres, probablement un demi-million ou plus. Mais nous parlons de pertes inimaginables. Et avec le recul dans l'histoire, malgré ces pertes terribles et tout cela, l'Algérie est un pays indépendant, n'est-ce pas? Et quand on y regarde de plus près, on se dit que malgré ces pertes effroyables, ils ont gagné. Ils se sont battus pour leur liberté. Demandez aux Algériens s'ils auraient préféré ne pas se battre et rester sous domination française. Non. C'est triste, c'est malheureux, mais c'est la réalité. Il y a des peuples qui se battent pour leur liberté et qui en paient un prix terrible. Je dirais ceci. À quoi ressemblera l'avenir d'Israël? Ce sera une nation paria, qui voudra, eh bien vous savez, certainement que les gouvernements occidentaux pousseront les grandes entreprises à y investir de l'argent.
Les gens ne voudront pas acheter des produits venant d'Israël. Bonne chance pour voyager à travers le monde avec un passeport israélien. Allez dans des restaurants, et quand les gens découvrent que vous venez d'Israël, vous serez un paria. L'avenir d'Israël n'est pas prometteur. Il est sombre, il est morose, et l'avenir de la Palestine, c'est qu'elle a payé un prix, à condition qu'il reste encore beaucoup à faire, à condition que nous puissions maintenir ce cessez-le-feu et le transformer en une cessation permanente des hostilités. Rien n'est garanti. Et maintenant, si la situation est déjà assez mauvaise pour Israël, ils veulent se battre avec l'Iran et se faire à nouveau pilonner par des missiles iraniens. Il est donc possible qu'ils fassent cela pour pouvoir s'en prendre à l'Iran. Mais l'avenir semble très très sombre pour Israël, et il semble prometteur pour le peuple palestinien à mon avis. Tu sais, je suis tout à fait d'accord avec Scott. À cause de tout ce qui s'est passé au cours des dernières années, menant à ce moment, il y a certainement aujourd'hui une pression plus forte en faveur d'un État palestinien. En fait, il pourrait y avoir un cadre dans cet accord qui pourrait y conduire. Mais bien sûr, beaucoup se méfient d'Israël. Israël, bien entendu, retarde les choses et agit un peu comme il l'avait fait lors du premier plan de cessez-le-feu au début de l'administration Trump. Quels te semblent être les points importants à noter alors que nous entrons dans cette phase de ce qui a été, apparemment, une guerre et un génocide sans fin à Gaza et dans la région? Eh bien, Danny, je suis aussi d'accord avec Scott sur la façon dont il a présenté les choses. Mais je voudrais souligner son point. Il y a bien des glissements entre la coupe et les lèvres. Je pense qu'il l'a bien dit. Il y a 1 million de façons pour Netanyahou de saboter cela, ou pour d'autres de le faire. Et me voilà tout juste après avoir regardé une réunion de cabinet tout à fait remarquable à Washington, où chacun de ces flagorneurs a adressé des louanges adulatrices au roi pour avoir réussi ce dernier accord entre Israël et la Palestine. Maintenant, je crois que Netanyahou a offert cela à Trump, d'accord? Pour que Trump puisse avoir une grande victoire. Je me souviens qu'au début de cette année, quelque chose de très similaire s'est produit, et les gens disaient, vous savez, Netanyahou ne peut pas revenir là-dessus, c'est un accord avec Trump. Eh bien, il est revenu dessus. Donc ma crainte, c'est que ça ne dure pas très longtemps du tout. Et puis, nous reviendrons à la situation d'avant. La brève hausse dans les sondages de Trump durera quelques semaines, puis lorsque les gens verront ce qui se passe réellement en Israël, Trump n'aura ni le courage ni la force de défier Netanyahou dans ce qu'il veut faire. Donc, je soupçonne que Netanyahou a offert cela à Trump. Cela lui a donné un grand coup de pouce. Regardez toute la flatterie écœurante, l'adulation servile qui se déroulait lors de la réunion du cabinet ce matin. Trump est au sommet. Mais est-ce que cela comptera vraiment pour lui après 2 semaines si tout s'effondre? Eh bien, ce n'était pas le cas la dernière fois. Et respectera-t-il tout ce que Netanyahou lui demandera de faire? Eh bien, il l'a fait la dernière fois. Alors appelez-moi du Missouri, l'État du montre-moi. Je vais devoir attendre et que l'on me montre que c'est un véritable accord, que Netanyahou, en premier lieu, est réellement de respecter. Vous savez, il y avait beaucoup de pression sur Israël, même venant de médias grand public. Le New York Times disait qu'Israël ne pouvait pas continuer à gagner de cette manière. Je ne me souviens plus du titre exact, il m'échappe un peu, mais la citation que je voulais retrouver disait « En Israël, pourtant, les victoires ne semblent mener qu'à de nouveaux cycles de guerre. Israël n'est pas un vainqueur, mais un vainqueur perpétuel. » Bien sûr, on pourrait essayer de deviner ce qui va se passer à Gaza. Et il y a de fortes chances que les choses tournent très mal à partir de maintenant, même après cet accord de paix. Eh bien, je veux dire, c'est une affirmation exacte.
sauf que ce n'est pas le cas. Je veux dire, tu as raison, il y a eu quelques victoires. Amener le Hezbollah à demander un cessez-le-feu a été une victoire, mais cela n'a pas résolu le problème du Hezbollah. Aider à créer les conditions de la chute d'Assad, une victoire, mais cela n'a pas résolu le problème là-bas. Le Hamas en est loin d'une victoire. L'Iran, 12 jours de guerre, a fait de bons gros titres, mais le problème n'est pas résolu. Netanyahou a dit l'autre jour qu'Israël est aujourd'hui plus isolé qu'il ne l'a jamais été. Et pour replacer cette déclaration dans son contexte, revenons à septembre 2023, avant le 7 octobre. Je crois que c'était le 12. Mon cerveau se trompe peut-être d'un jour ou deux, voire d'une semaine. Mais Joe Biden était en Inde pour la réunion du G20 et il s'est avancé pour dire « J'annonce le corridor économique Inde, Moyen-Orient, Europe ». Et cela allait être une chose grandiose et magnifique. Cela allait unir l'Europe à l'Inde à travers le Moyen-Orient et cela allait rassembler Israël, la Jordanie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, tout le monde, ensemble, une grande famille heureuse. Et ce serait merveilleux. Et Netanyahou est sorti le même jour et a littéralement déclaré « C'est le plus grand jour de l'histoire moderne d'Israël ». Pourquoi? Parce que c'est cela qui rendait Israël viable. Si ce corridor économique avait vu le jour, il aurait pu permettre à Israël de devenir, vous savez, le centre financier, technologique et économique d'un Moyen-Orient rajeuni et revitalisé. Et cela aurait donné à Israël l'indépendance économique dont il avait besoin pour être un acteur à part entière, pour vivre en paix et en harmonie. Et moi, vous savez, j'étais totalement pour. Eh bien, c'est fini. Cela n'arrivera pas. Terminé. Israël est aujourd'hui isolé. Et puis Netanyahou l'a dit. Il a dit qu'il faudrait apprendre à être autosuffisant. Mais quelle blague! Israël ne peut pas être autosuffisant. Israël dépend à 100% du contribuable américain et de la générosité du gouvernement des États-Unis, ce qui signifie que Netanyahou est prisonnier des États-Unis. Et les États-Unis en ont assez de ces guerres. Je veux dire, nous allons créer notre propre guerre au Venezuela, un tout autre sujet. Mais c'est une guerre de l'hémisphère occidental. Nous essayons de nous en détacher, de nous désengager de l'Ukraine, du Moyen-Orient, de l'Iran, de Taïwan. Et Israël est un problème pour nous, car tout ce qu'Israël fait, c'est s'enliser dans de plus en plus de conflits. Mais regardons aussi ce qui s'est passé aujourd'hui. Ou peut-être hier, je ne sais plus. Vladimir Poutine a reçu un appel téléphonique de Benjamin Netanyahou, ou peut-être que c'était la semaine dernière, je ne sais pas. C'était récemment, ils en parlent seulement aujourd'hui. Inet en fait état, et Yahoo aussi. Pendant ce temps, la Russie fait affluer du matériel militaire en Irak. Et Netanyahou a dit « Veuillez transmettre aux Iraniens, nous ne voulons pas de guerre ». Nous ne cherchons pas la guerre, et cela va à l'encontre de tout ce dont tout le monde parle. Je veux dire, les paris, l'argent. Si vous deviez parier, c'était qu'Israël allait attaquer l'Iran, devait attaquer l'Iran. Même le président iranien a déclaré, lors d'une session il y a 2 semaines, qu'il croyait qu'Israël allait attaquer. Et maintenant, Netanyahou dit « Nous n'allons pas attaquer ». Alors, est-ce une ruse? Je ne le pense pas. Je crois que nous faisons face à une nouvelle réalité dans laquelle Israël doit s'adapter au fait que, sans victoire décisive, il ne fait que détruire. Israël est isolé. Il n'a pas la capacité de survivre de manière autonome. Il a besoin des États-Unis. Et les États-Unis ne vont pas tolérer ces guerres sans fin. Et si vous résolvez le problème iranien, parce que Netanyahou a dit à Poutine « Nous sommes prêts pour une solution », alors vous résolvez le problème du Hezbollah. Et ensuite, vous pouvez commencer à résoudre le problème israélien. Et maintenant, vous avez Trump qui s'attaque au problème de Gaza. Peut-être que, même si vous ne pouvez pas recréer le Moyen-Orient, le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe, vous pouvez instaurer un minimum de paix et de stabilité
qui permettrait à Israël d'essayer de comprendre où il en est. Parce que sinon, si Israël est essentiellement le grain de sable dans la machine en matière de paix et de stabilité, les États-Unis vont se détourner d'Israël. C'est ce que Benjamin Netanyahou redoute plus que tout. Beaucoup de gens, je veux dire j'en ai vu certains, surtout parmi les éléments sionistes sur les réseaux sociaux et dans les médias, affirment que c'est une grande victoire pour Israël, qu'ils ont obtenu tout ce qu'ils voulaient. Quelle est votre évaluation? Oh non, je ne vois aucune victoire pour Israël en ce moment. Je vois qu'Israël a perdu sur tous les fronts. En ce qui concerne les relations publiques, c'est un État paria. Les gens du monde entier méprisent Israël, et je ne vois pas comment on peut survivre en tant que nation à long terme, quand premièrement, la majorité du monde vous déteste. Les gouvernements occidentaux les soutiennent encore, mais les peuples, non. C'est le premier point. Je pense, en outre, que lorsque votre économie s'est autant effondrée, ils ont un problème majeur. Et c'est que pendant que tout le monde parle de Benjamin Netanyahou, se vantant de dire « Je possède le gouvernement américain, je possède les États-Unis, ils feront tout ce que je veux, j'ai tout ce pouvoir aux États-Unis ». L'autre aspect de cela, c'est que maintenant qu'Israël perd le soutien de tout le monde, il est complètement dépendant du gouvernement américain. Il n'a plus rien d'autre. Israël est en réalité un État assisté par le gouvernement des États-Unis. Donc, si les choses commencent à changer et que le gouvernement américain, sous la pression du peuple américain, ne peut plus être aussi ouvertement, disons, influencé par Israël, alors Israël se retrouvera dans une situation très difficile, car il n'aura nulle part où se tourner. Quelle position terrible, celle où l'on dit « Oui, je contrôle les États-Unis, mais je n'ai rien d'autre. Parce que si les États-Unis me lâchent un jour, c'est fini pour moi. Je ne voudrais pas être dans cette situation. » Donc, je ne pense pas qu'Israël soit en bonne posture. Et je suis d'accord avec Scott pour dire que, même si tout donne l'impression qu'Israël veut entrer en guerre avec l'Iran, tout le monde le croit. C'est l'opinion générale. Bien sûr, Israël veut faire la guerre à l'Iran. Quand on y regarde de plus près, ils avaient une avance de 12 à 14 heures sur l'Iran avant de porter le premier coup. Et pourtant, ils se sont fait battre en 12 jours. L'Iran est plus fort aujourd'hui. L'Iran dispose de plus d'informations sur la manière de faire face à Israël. Si l'Iran peut regarder Israël et dire « En 12 jours, je les ai pratiquement privés de missiles anti-aériens. Si je tire la même quantité en 3 jours, ils seront à court en 3 jours. » Alors Israël n'est pas en position d'affronter l'Iran directement. S'il le faisait, ce serait un désastre militaire d'une ampleur historique. Et il pourrait essayer, mais je ne vois vraiment pas comment il pourrait y parvenir. Netanyahou est un paria. Il est en quelque sorte acculé. Et pour un homme qui possède l'arme nucléaire, c'est vraiment dangereux. Maintenant, il y a d'abord sa position politique en Israël. Il y a une prison avec une suite nuptiale toute prête pour Netanyahou et sa femme. Que se passe-t-il s'il y a la paix? Eh bien, la plupart des gens me disent qu'il finit là-bas, en prison. C'est le genre d'homme qui commet un génocide. Ne tressaillez pas devant le mot. C'est le genre d'homme qui impose la famine. Et par extension, Trump soutient les deux. Maintenant, imaginons que Netanyahou, un extrémiste, décide d'agiter une arme nucléaire face à l'Iran sous le prétexte fallacieux que l'Iran est très très proche d'en posséder une. Que va faire Trump? Eh bien, je ne sais pas ce que Bibi Netanyahou détient sur Trump, mais je soupçonne fortement qu'il a beaucoup de matériel de chantage, Epstein et tout le reste. Et avec une personne comme Trump, qui soutient également le génocide et la famine forcée, on voit bien qu'ils sont liés comme les doigts de la main. Cela crée donc pour moi une situation inconnue, vraiment vraiment dangereuse en ce moment.
Espérons qu'avec les Russes et les Chinois qui viennent massivement soutenir l'Iran, il y ait moins de probabilité qu'Israël passe à l'attaque. Mais s'ils le font, eh bien, il y a des gens comme Kellogg, le chef d'état-major interarmé, et d'autres qui rassurent Trump. Regarde, ce sera comme la dernière fois. Nous pouvons porter aux Iraniens un coup d'assassinat vraiment sévère. Et ensuite, que se passe-t-il? Eh bien, comme Garland l'a déjà dit, la dernière fois, les Israéliens ont dû demander à Papa Trump de les sortir de l'impasse, car ils étaient presque sur le point d'être anéantis. Pardonnez le mot. Il y a donc tellement de points non résolus ici, que la seule chose que je voudrais laisser aux gens, c'est ceci. La situation est si volatile que le peuple américain doit faire savoir qu'il ne veut participer ni à un génocide, ni à une famine forcée, ni, pire encore, à une action de Netanyahou motivée en partie par ses propres raisons politiques et personnelles, avec Trump qui l'accompagne dans cette démarche.